Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui va vous montrer toutes les merveilles de l'Algérie avec sa musique, sa nourriture et sa culture. Des chichas, des babouches, des variétés de drogue, son pays dirigé par des généraux. Ah ouais, d'accord. Eh ben dis donc, elle était bonne cette fumette. Dis tout de suite qu'en France, on est dans une crise démocratique. Bon, je crois qu'on a un peu trop vrillé. Ah, voyons, mon colon. Alors c'est parti pour découvrir l'Algérie dans les moindres détails avec des gars pas très commodes et qui sont fans des fraises. Donc... Omar la fraise de Elias Belkédar. Le franco-algérien Elias Belkédar pourrait être un petit nouveau dans le milieu du cinéma, mais il n'en est rien. Déjà, il est le petit frère de Mourad Belkédar, cofondateur de Iconoclast Film. Cette information pourrait vous paraître inutile, mais elle est importante pour voir comment il en est arrivé à faire la montée des marches à Cannes. Donc on va faire une petite digression. C'est beaucoup mieux avec les lunettes. La boîte Iconoclast est une société de production créée en 2011 par Nicolas Lermite, Charles-Marie Antonios et donc le frère d'Elias, Mourad Belkédar. C'est une société qui propose plusieurs services créatifs comme des clips vidéo, des publicités, des longs métrages, des prints et des événementiels. Oui voilà, ce n'est pas tout à fait une petite boîte de production. Et ce studio est quand même présent dans 6 pays. Il est en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, au Brésil, aux États-Unis et au Sénégal. Avec ce regroupement, la société a un lot de nationalités françaises et internationales. Et pour leur début en tant que producteurs pour le cinéma, ils auront produit une partie du film Wrong de Quentin Dupieux qui sera ensuite projeté au Festival Sundance. On peut dire que les choix de cette boîte n'étaient pas très wrong. La blague est valide. Mais t'es un marrant toi. Bon, on peut reparler du réalisateur parce qu'on s'en éloigne un peu trop là. J'y viens. Et donc c'est comme ça qu'Elias sortira à la réal avec son frère à la production son premier court-métrage en 2013, Todo se puede, qu'il a tourné au Mexique. Tu vois, comme avoir un bon réseau, ça peut servir. Avec son premier projet en tant que metteur en scène, il obtiendra un prix spécial du jury pour son travail à Clermont-Ferrand. Mais il ne s'attellera pas qu'à la réalisation. Il s'occupera aussi de la production de certains clips, courts-métrages et films, ainsi que du scénario pour d'autres. Alors pour celui-là, je sens que dans les commentaires, ça va soit s'auto-flageller, soit s'auto-détruire. Je suis pour le premier choix. Ferme ta braguette. Puis en 2018, il sortira son deuxième court-métrage, toujours produit par lui et son frère, donc Iconoclast, Un jour de mariage. Rien qu'en lisant le pitch, c'est clairement les prémices de Omar la fraise. Donc après avoir présenté à la Semaine internationale de la critique, il obtiendra le prix Canal+ du court-métrage. Puis après avoir réalisé le clip de DJ Snake, Disco Maghreb, Sans doute pour trouver plus facilement les lieux pour son long-métrage. Oui, en tout cas, j'ai l'impression que dans ce film, on voit l'Algérie comme elle a peu été filmée, en tout cas pas au cinéma ces dernières années. il fera la montée des marches à Cannes en 2023 pour Omar la fraise et aussi ses musiciens pour présenter ce film quelque peu inhabituel. Donc est-ce que ce film mérite de recevoir toutes les éloges qu'elle reçoit depuis? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Wow. Que ça va être compliqué, mais que ça va être compliqué. Mais bon, parlons du commencement. Omar la fraise de Elias Belkédar est une errance de ce gangster Omar qui vit à Alger en cherchant un but à sa vie, alors qu'il ne peut plus rentrer en France. Il fait donc une quête de sa vie accompagné de son meilleur ami, Roger, jusqu'à ce qu'il trouve le trésor inestimable qui lui manquait et qui était à portée de main. Je pense que j'en attendais plus, parce que pour moi, l'histoire se termine là où ça aurait dû commencer. C'était bien de refaire une histoire à la Pépé le Moko. Mais avec le côté romantique en moins. Le personnage de Kateb est plus proche de celui de Belmondo dans Les Tribulations d'un Chinois en Chine, avec son enfermement perpétuel, qu'un Jean Gabin au regard perçant et touchant. Et on a une fin qui met vraiment en avant le message du « le Français qui sauve le pauvre peuple algérien ». D'accord, le personnage principal est franco-algérien, mais je ne peux m'empêcher de voir cet aspect-là. Il est possible que ce soit inconscient de sa part, même si ça se voit un peu, et que ça peut gâcher l'histoire pour certains. Alors que c'est quand même un film personnel du réal. Moi, j'ai besoin de savoir, quand c'est un premier film, qu'est-ce qui est personnel à l'histoire. Faut que ça soit viscéral, ça sorte du ventre, que ce soit nécessaire. Tout d'un coup, je vois ce grand frère avec son petit, et j'ai
j'ai vu quelque chose de beau. Après j'ai vu Père. Et petit à petit on se dit, bah, on est dans le vrai, on est dans une vraie histoire. Voilà, il y a quelque chose qui les relie. Sinon, en termes de mise en scène, Belkédar est bon. Ça, il n'y a pas de souci. Certaines idées de plans nous permettent de nous investir devant ce mix de road movie, gangster et buddy movie. Et il veut vraiment montrer tous les endroits de l'Algérie, sans doute pour rendre hommage à sa vie et à ses origines. Bien qu'on puisse avoir un ressenti d'avoir eu un clip d'1h30, c'est au goût de chacun. Mais je pense que ce qui lui manque dans ces séquences pour être parfait, c'est le bon calibre du rythme sur le montage et les dialogues. L'intro est très dynamique, mais après, c'est assez lent et ça m'a été assez difficile d'y être jusqu'à ce qu'un événement important chamboule tout et réussisse à bien finir son histoire. Il veut donner une certaine mythologie à ses personnages. Donc je suis sur un cas assez paradoxal. J'aime cette façon de suivre ces bandits assez décomplexés et perdus en mettant en avant ces personnages qui immigrent en Algérie. Ça change. Pourtant, je vois des anomalies sur le scénario qui ne respectent pas ses propres règles. On te dit que s'il fait des conneries, des trucs de mafieux en Algérie, il prend pour 20 ans de prison et bizarrement, il ne respecte pas trop ses obligations et il n'a pas trop de gros problèmes. Il fait juste de la prison pour tapage nocturne, mais bizarrement, ce n'est pas assez pour dire qu'il n'a pas respecté les règles de base, c'est-à-dire ne pas foutre la merde. Surtout si tu rajoutes le nombre d'actes de vandalisme qu'il fera au cours de l'histoire. Il a peut-être payé les flics, mais il n'y a rien qui a été montré. C'est dommage parce que quand tu te dis que tu as au scénario, en plus du réal, Jérôme Pierrat et Thomas Bijdin, il y aurait pu y avoir un bon équilibre de la narration. Disons qu'il y a plusieurs histoires qui se suivent et que ce n'est qu'au dernier acte que ça se regroupe, et ça se sent que ça se précipite un peu trop vite. Il y a sinon des répliques qui fonctionnent, ce n'est pas totalement mauvais. Mais voilà, ces petites choses qui me gênent montrent que c'est un premier film. Je peux pardonner, mais je ne peux pas totalement ignorer certaines choses. Et d'autres non plus, comme son envie à Omar de perpétuer son travail de truand avec les enfants de la ville, où plusieurs fois il se voit en eux. Il y a aussi sa romance avec Myriam Amiar, qui commence vraiment mal, mais évolue pour le mieux. Et bien sûr, on a cette bromance avec Benoît Magimel, où à chaque fois que je les vois ensemble... Pourquoi tu me fais des clins d'œil quand tu me parles? Tu veux me baiser? Tu veux le baiser? C'est un bon moment de délire. Oui, pour ce qui est du casting, ils se sont mis à 100%. Et la dualité de Magimel et Kateb fonctionne bien, avec une fin qui sera magistrale. Le rapport qu'on a eu avec Reda, c'est on se connaissait, c'est dans les différences que ça marche. Et dans nos différences, on avait aussi une sensibilité, je pense, commune. Et c'est comme ça que les choses se sont installées. Après, voilà, il y a des situations qu'on a améliorées en travaillant. Et puis, il y a aussi des improvisations, parfois, qui sont liées justement au fait de connaître très bien Roger et Omar. Benoît Magimel est dans une sorte de continuité de son personnage dans Pacifiction. Ce qui nous emmène à des moments assez esquivés. Roger est un peu plus protecteur parce qu'il sait que son ami, c'est un électron libre et il peut déraper à tout moment. Reda Kateb prouve toujours qu'il est un bon acteur et essaye tant bien que mal d'accepter ses racines de l'Algérie. Puis Myriam Amiar s'en sort bien pour un premier rôle en représentant une femme indépendante algérienne. On sent chez elle un ancrage, pas seulement parce qu'elle a grandi en Algérie et qu'elle connaît ce terrain, mais même dans sa manière de penser les choses plusieurs coups en avance, de se faire respecter dans un endroit où cette liberté-là, elle doit s'arracher quand même avec les ongles. Leur romance faisait peur au début, mais petit à petit, elle fonctionne. Et mention spéciale au youtubeur en mode VHS qui a réussi à bien avancer dans le milieu du cinéma. Il prend assez cher dans ce film. Vrai? Faux. Puis pour ce qui est de la composition, elle est faite par le chanteur Sofiane Saïdi qui est très bien amené pour donner du dynamisme à ses brigands. Et il y a aussi de la musique pop et orientale qui nous permettent de nous accrocher à certaines scènes et qui ne sont pas inutiles. Ensuite, quand je parlais de Pepe le Moko, c'était surtout parce que je ressentais certaines similitudes comme le fait que le personnage principal est caché à Alger, qui trouve l'amour qui lui manquait, mais sauf qu'à la différence, c'est que l'histoire de Jean Gabin se termine comme un drame shakespearien et celui de Omar la Fraise se conclut en une fin heureuse malgré les morts et les massacres qu'il a pu perpétuer pour en arriver là. Ce qui me manque, c'est qu'on n'a pas assez mis en avant de grosses menaces et que tout se finit trop facilement. Même si oui, d'accord, il y a des morts et il y en a une en particulier qui donne de l'importance pour la suite. Il y a une menace avec le chef des voyous du coin, mais on le voit très peu. Peut-être que je voyais trop loin. J'aurais bien voulu avoir une fin dramatique à la Scarface. Non mais clairement, ils auraient pu faire une dinguerie dans le palace d'Omar. Mais on voit que ce n'était pas le but. Mais c'est vrai que souvent dans ce qu'on appelle les films de voyous où on présente ces personnages-là, on leur accorde pas la tendresse. Il y a des films où tout le scénario, on voit que chaque scène sert à justifier le métier du personnage. Des personnages qu'on pourrait identifier comme des voyous, ce qui nous intéresse plus finalement, c'est ce qu'ils ont dans leur cœur, l'amitié, ce qui se passe pour eux, les décalages dans lesquels ils peuvent se retrouver.
leur dérisoire aussi, leur pathétique. La forme est assez bien construite, mais c'est le fond qui a du mal à être bien traité. Et dans ses interviews, il voulait plus aller sur du divertissement sans aller sur du misérabilisme. Ah bah on le voit le divertissement, mais il n'est qu'à moitié tenu. C'est dommage parce que la description de la légende Omar la fraise est très bien établie. Malgré tout, dois-je conseiller ce homard? En soi, il n'est pas honteux, mais il n'est pas exempt de défauts. Donc je vous laisse faire votre propre jugement. Par contre, on arrête de dire que quand un réalisateur français fait un film de gangster avec des dialogues qui taquent, qui piquent, c'est le nouveau Tarantino. Ça nuit au talent du réal et ça ne l'aide pas à se différencier. Donc cette fraise a une belle forme extérieurement, mais il lui manque à l'intérieur, dans son arôme, quelque chose de juteux pour être amplement satisfait du goût. Ce fruit n'est pas assez tendre, souple, ce qui fait que ça laisse un goût amer dans la bouche. On est satisfait de l'avoir mangé, mais pas sûr qu'on ait envie d'en reprendre. Tout ça pour dire que bien qu'il soit imparfait, je donnerai une chance au prochain film de Belkadar s'il arrive à enlever les défauts de celui-ci. Et c'est le deuxième film algérien de l'année où je vois un combat de béliers. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Et viva l'Algérie en 2030. N'essaye même pas, on bosse, ça suffit. Yaho, pourquoi on l'appelle Omar la fraise? Parce qu'il opère ta dentiste.